radio en mai. Moi je m'en fous, on commence par la fin. Mais déjà si tu commences par la fin, c'est plus la fin, c'est le début. À quoi pensiez-vous en quittant ce pays? Votre peine, c'est la mienne, c'est les peurs partagées. Il y avait un petit groupe qui me mettait à l'écart à cause de mes différences. Et j'ai une question, si tu mets tes mains sur tes oreilles. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Oui, et très précisément ce soir pour la 3e émission à la salle Jacques Fournier. On sort du spectacle, on vient de voir Nos ailes brûlent aussi. Et on parlera avec les metteurs en scène et dramaturges du spectacle, Myriam Marzouki et Sébastien Lepauvin, de ce très beau spectacle qui vient juste de finir. On recevra également dans cette 3e édition de Radio en mai, la radio du festival Théâtre en mai, on recevra également Géraldine Pochon, qui a fait un spectacle qui s'appelle Queen Kong, sur un texte d'Hélène Vignal. La comédienne viendra également, Marion Cadeau, nous faire une petite lecture du début du spectacle. Par les voix de la radio enregistrée, on ira aussi sur les marches du Parvis Saint-Jean, qui est un autre lieu central du festival, où on a appris l'écho d'une conversation entre deux groupes d'artistes qui se demandaient comment est-ce qu'on choisit un titre de spectacle. Et c'est très intéressant, quelques indices pour ceux qui en cherchent. Et encore, en fin d'émission, on sera rejoint par le collectif Mind the Gap, qui sont déjà 5 et qui essaie pour l'instant de chercher d'autres personnes à inviter dans la radio. Mais pour l'instant, pour ouvrir cette émission avec un son du spectacle qui n'est pas à proprement parler un son de votre spectacle, Myriam Marzouki et Sébastien Lepauvin, j'ai envie que tout le monde tende l'oreille sur une archive que vous nous avez communiquée. الشعب التونسي العظيم تحيا تونس الحر المجد الشهداء الحرية للتواسة يا تواسة يا مهجرين يا تواسة يا اللي شدتوا الحبوسات يا تواسة يا اللي عذبوكم يا تواسة يا اللي قهروكم يا تواسة يا اللي غبنوكم يا تواسة يا اللي سرقوكم. Est-ce la fête? Où sommes-nous qui hurlent ainsi dans la rue? Bonsoir, bonjour. La personne qu'on entend, la voix qu'on entend, c'est celle d'un avocat tunisien qui s'appelle Abdel Nasser Al-Lawini. Et on est le 14 janvier 2011. L'avenue Habib Bourguiba au centre de Tunis est déserte, c'est le couvre-feu. Le président a fui. Enfin, on ne le sait pas encore, on n'est pas sûr. Et cet homme descend dans la rue. Et il improvise cette harangue et il dit Ben Ali s'est enfui, Ben Ali est parti, on est libre, la Tunisie s'est libérée. Et c'est une petite archive vidéo qui est devenue une archive iconique, virale, qui a circulé partout dans le monde arabe et qui a été un des matériaux du spectacle. Mais c'est voilà, une voix qui nous vient de ce 14 janvier 2011. Et il improvise ça. Il est seul, filmé dans la nuit. Oui. Presque comme si une catastrophe était arrivée. Alors, une catastrophe, mais aussi une surprise et aussi un couvercle qui se lève et aussi... enfin, c'est beaucoup d'émotions, mais c'est pas seulement des émotions négatives, c'est beaucoup aussi la sidération, l'incroyable qui est arrivé. Enfin, voilà, il y a quelqu'un qui a tenu en... voilà, qui a terrorisé un pays entier qui n'est plus là. Voilà. Alors dans votre spectacle, c'est pas un homme qui crie seul dans la rue, c'est 3 personnages qui sont là dans un espace relativement ouvert. Le monde défile sous leurs pieds, derrière leur corps, mais aussi au-dessus de leur tête, et aussi de manière latérale, avec des effets de vent et de lumière. Donc des hommes qui sont au centre d'une scène dans laquelle on est soi-même pris par les éléments. Et sa vie est prise par les éléments concrets, les éléments de l'histoire. Et c'est cette histoire que vous racontez 10 ans, de 2011, la fuite, enfin d'abord le soulèvement du peuple tunisien, la fuite du président à vie, grosso modo, et
Et 10 ans plus tard, voilà. Alors avant d'arriver à la fin, cette histoire, ce sujet, vous l'avez écrit, recomposé sur la base de faits réels. Il y a, au tout début du spectacle, on entend une conversation, on a l'impression qu'on est dans l'avion avec le président Ben Ali qui parle au président de l'armée, à son consultant. C'est reconstitué, c'est réel. Quelle est la part du réel dans cette histoire que vous avez écrite? Non, c'est une archive qui a été communiquée par la BBC. Donc on ne sait pas qui a enregistré, quel service secret en tout cas a fait fuiter cette archive, mais c'est bien Ben Ali et donc ses plus proches conseillers. Ah oui, c'est très intéressant. Oui. Alors on voit le président peureux, apeuré, qui conseille le chef de la police qui lui dit tout est sous contrôle, mais quand même ne revenez pas. Voilà, parce qu'on voit surtout aussi c'est toute la médiocrité de ces personnes qui ont tenu ce pays d'une main de fer. Et donc il y a eu aussi un choc pour les Tunisiens quand ils ont découvert cette archive, en se disant voilà la qualité des gens qui ont brisé nos vies. Oui, la lâcheté, la cowardise, mais aussi la médiocrité. Ouais. Alors on commence à voir la scène de haut en fait, puisque finalement dès le début on est dans l'avion avec Ben Ali. Plus lui s'en va loin, mais nous on reste avec les trois personnages interprétés donc par deux comédiennes et un comédien dont vous avez souhaité que le spectacle soit en tunisien mais de dialectique. Alors en arabe dialectal, qui est le tunisien. Donc effectivement, la langue arabe, elle est parlée dans de très nombreux pays, mais c'est pas exactement la même langue qui est parlée selon le pays dont on parle. Voilà, en Tunisie, on parle l'arabe, mais en Égypte, on parle un autre arabe. Et aussi, le point d'intérêt pour nous, c'était qu'en Tunisie, on parle... mais c'est le cas dans d'autres pays, en Algérie, au Maroc, etc. On parle un arabe qui est entrecroisé, mêlé de français. Et moi, je voulais depuis le début que le spectacle soit en arabe, parce que je trouvais que raconter cette histoire d'un peuple, c'était plus juste, plus beau, plus sensible de le raconter dans la langue dans laquelle un peuple s'est libéré. Mais je savais aussi qu'il y avait un intérêt... poétique et politique à faire entendre cette langue qui est croisée de cette langue française, qui fait que, par exemple, Sébastien, quand il est en Tunisie, dit que parfois il comprend certaines conversations alors qu'il ne dit pas un mot d'arabe parce qu'il y a beaucoup de français dans la langue. Et il y avait la volonté de faire ce travail sur l'écoute d'une autre langue et du coup de penser le surtitrage dès le début, d'intégrer le surtitrage à la scénographie et de travailler entre les deux langues, de surtitrer parfois, de choisir de ne pas surtitrer à d'autres moments. Ça, c'était quelque chose qui était là dès le début. Oui, c'est très beau parce qu'on a l'impression qu'on comprend tout. Parce que, et ça, c'est toujours intéressant quand on a l'impression qu'on comprend une langue étrangère alors qu'on ne la parle pas. Parce qu'il y a cette scène magnifique après le bonheur, la joie de la libération d'une certaine manière. Il y a comment est-ce qu'on fait avec les choses. Il faut bien s'arranger. Alors il y a une très belle scène de théâtre qui montre à travers 3 sièges où chacun sa place, comment on s'assoit, comment est-ce qu'on partage son espace, comment est-ce qu'on se bricole un espace en commun. Donc il y a une métaphore comme ça théâtrale de la situation politique qui s'est présentée au lendemain de la Révolution. Et tout ça s'est fait entre gestes et paroles, et alors là c'est vraiment délicieux parce qu'on comprend tout, parce qu'il suffit d'un petit mot pour dire le mot bord, et on a bien compris qu'il était question de cela. La situation, on avance comme ça par tableau d'une certaine manière, hein. Mais les 3 personnages, est-ce que vous êtes inspiré de vie réelle, de témoignages, ou alors est-ce que vous les avez imaginés entièrement? Alors, il n'y a aucun récit biographique qui va du début jusqu'à la fin du spectacle. C'est la reconstitution à travers 3 personnes de dizaines et dizaines de vies. Voilà, donc, en fait, on a fait une sorte de collecte de livrets de paroles. Et à partir de ça, on a recollé des morceaux pour inscrire une trajectoire de chacun des personnages à travers l'histoire de ces 10 ans. Et aussi pour montrer, parce que ça a été le cas, ce que raconte beaucoup les différents états d'émotion successifs, les contradictions. Quand on est face à l'inconnu, on croit à quelque chose et puis après on se rend compte qu'on a plutôt... Oui, il y a des moments de découragement, des moments de solidarité, des moments d'égoïsme, des moments de partage. Oui, on sent bien ça, la variation des humeurs et des états d'âme.
Et puis, on souhaitait aussi que les comédiens se l'approprient et que c'est une histoire sensible pour les Tunisiens. C'est une histoire à la fois heureuse et malheureuse. Et donc, il fallait que chacun s'empare aussi de ce qu'il a vraiment envie de dire ou de ce qu'il refuserait de dire. En plus que c'est étonnant, parce que c'est une histoire récente, donc c'est dur de parler des événements qui sont si proches. Oui. Ce qui nous a beaucoup marqué, en fait, c'est en 2021, donc c'était les 10 ans de la Révolution, et on s'attendait à ce qu'il y ait des célébrations, à ce qu'il y ait des fêtes. Et donc beaucoup de journalistes, de reporters, pas seulement français, du monde entier, sont venus en Tunisie avec une vision très très positive de la Tunisie. Et il y a eu une sorte de choc de se rendre compte que les gens qui témoignaient ne manifestaient pas tant de joie que ça. Bien sûr, il y avait la fierté de la Révolution, la fierté de cette histoire, mais eux manifestaient surtout leur mécontentement. Oui. Et ça crée d'ailleurs parfois des formes d'incompréhension et des débats aussi au sein de la société tunisienne, des débats avec la diaspora tunisienne aussi, qui a une vision plus positive que ce que vivent. Et donc pour nous, ça a été un point de départ de se dire en fait c'est une histoire très complexe et c'est intéressant qu'on aille plutôt non pas aller voir ceux qui sont autorisés à parler dans les médias, mais aller vers les personnes qu'on n'entend pas et qui ont un autre discours et qui ne sont pas forcément des personnes réactionnaires ou des personnes qui sont parfois un peu méprisées, comme on a parlé d'ostalgie, par exemple, dans les pays de l'Est, pour ne pas comprendre la violence, le choc que ça pouvait être. Et ben là, il y a toutes sortes de choses qui se croisent avec beaucoup, beaucoup de débats. C'est-à-dire que c'est un pays qui s'est découvert moins homogène que ce qu'on pensait sous la dictature. Et juste pour compléter ce qu'a dit Sébastien, effectivement, il y a eu un mouvement de nous vers les interprètes et des interprètes vers le matériau, où au départ, l'essentiel de ce qui est dit au départ, ce ne sont pas des phrases que Sébastien a écrites ou que moi j'ai imaginées, c'est des choses qu'on a prélevées dans le réel, quoi. C'est vraiment cette idée de livret de parole, donc des choses qu'on a prélevées dans des documentaires, des entretiens, des archives sur Internet, des livres, etc. Et ensuite, les choses se sont construites autour des 3 interprètes, c'est-à-dire que petit à petit, on a fait émerger 3 personnages avec les ambivalences, les contradictions, les évolutions, mais au départ, c'est une matière qui est une matière documentaire pour arriver à ce que nous, on appelle notre théâtre poétique et documenté. Donc, ce n'est pas un spectacle documentaire au sens où on rendrait compte vraiment comme le ferait un documentaire télévisé. Mais en même temps, on a documenté les paroles et puis ensuite, ça s'est construit dans l'improvisation beaucoup. Et puis petit à petit, ça s'est créé comme un vêtement sur mesure pour chaque interprète qui a créé au fond le personnage avec cette rencontre entre le matériau et puis la personnalité de chaque interprète. Oui, parmi la poésie, il y a ce fond de scène qui sont des photos de paysages, essentiellement en noir et blanc, et puis qui passent à la couleur quand le personnage arrive, quand les jeunes hommes se baignent, ils font des magnifiques plongeons. Parmi la poésie que vous insufflez, il y a ces cendres qui tombent du ciel, ces cendres qu'on ramasse, ce mouvement perpétuel des choses qui a brûlé, ils se sont brûlés les ailes, c'est ça le titre. Le titre, c'est Icare, c'est ce rêve. Il y a Icare, mais il y a aussi une autre... alors c'est toi qui as trouvé le titre, hein, entre autres avec il y a une polysémie. Oui, c'est-à-dire que effectivement, c'est-à-dire que l'expression brûler, en fait, elle est importante dans le tunisien. On dit quand on veut quitter le pays, brûler les frontières. C'est quand on quitte le pays. Il y a même un documentaire qui existe qui s'appelle Brûler la mer, pour parler de l'histoire de toutes ces personnes qui tentent de fuir par bateau. Il y a le point de départ de cette révolution, c'est un jeune homme qui s'immole par désespoir, sachant que ce n'était pas le premier. Et depuis, ce geste, malheureusement, s'est répété jusqu'à encore cette année. Donc il y a cette dimension. Et effectivement, à un moment, je me suis dit, mais en fait, oui, vers les ailes du rêve se brûlent aussi. Donc ça peut être Icare, mais ça peut être aussi l'espoir, en fait, qui se. Vous finissez avec un brasero. Un brasero, c'était une manière des flammes. Alors là, c'est un feu qui est aussi le feu de la fraternité, le feu de la chaleur, le feu des retrouvailles, le feu de l'amitié. Bon, pour essayer de chercher justement cette note finale qui ne soit pas non plus seulement la note du désespoir et de la brûlure comme cendre, qu'il y a aussi un autre feu qui fasse lumière, quoi. Oui, et vous évoquez à un moment donné, et ça c'est peut-être un fait réel qu'on connaît moins, c'est que cette vague de désillusion, après l'illusion, a pu provoquer aussi des vagues de départ vers l'ailleurs. Ah, complètement. Mais ça, c'est la chose la plus
la plus impressionnante, c'est quand le pays se libère, il se vide. En tout cas, il y a une fuite, une hémorragie qui n'a pas cessé d'ailleurs, qui est la question, enfin je pense qu'on n'en a pas fini de parler de cette question de ces hémorragies des pays du Sud qui nous concernent ici au premier chef, puisque les jeunes qui partent viennent ici. Alors il y a toute la jeunesse qui a le droit de partir, mais il y a essentiellement la jeunesse qui n'a pas le droit de partir. Et oui, cette dimension de l'ailleurs, mais l'ailleurs pas celui pour imaginer forcément des lendemains meilleurs, mais juste l'ailleurs parce qu'ici est devenu invivable, c'est quelque chose de très très de très poignant, de très douloureux, et on ne pouvait pas raconter ces 10 années sans parler de ça aussi. Et c'est toute la question de la culpabilité après, enfin voilà, c'est 1000 questions autour de qui peut partir, dans quelles conditions on part, est-ce qu'on part pour revenir, est-ce qu'on part et on peut partir, est-ce qu'on part et on est autorisé à arriver ici, enfin il y aurait à faire un autre spectacle encore là-dessus. Ouais. Oui, en tout cas la scène qui évoque ces départs qui sont maintes fois tentés, maintes fois retenus dans votre spectacle est d'une très très grande beauté, et on les voit au final, à la fin, tous les trois échoués comme sur le sable, et qui rappellent d'autres images de voyage à travers la mer, quand on a essayé de brûler les mers, et on arrive posé sur des cendres. Oui, et là, ce qu'on voulait raconter sans parole, c'est en fait le déchirement du départ. C'est-à-dire qu'on imagine souvent, vu de France, que c'est une joie de partir, alors qu'en fait, c'est un vrai déchirement pour toutes ces personnes. On ne part pas sans savoir ce qu'on abandonne, qui on abandonne, parce que toutes les personnes qui partent ont des familles, des amis. Le spectacle s'intitule « Nos ailes brûlent aussi », ici, dans la salle Jacques Fornier, dans le cadre du théâtre, du festival Théâtre en mai, qui se joue encore demain. Et après-demain. Bien sûr, merci beaucoup Myriam Marzouki, Sébastien Pauvin. On va rejoindre nous, Guy Casseur, metteur en scène du spectacle Face à la mer. C'est une autre histoire personnelle. On l'écoute. Sur la qualité de votre français. Non, c'est pas évident. Ça tourne. Une première question curieuse de ma part, Guy Casseur. Avez-vous déjà été comédien ? Oui, mais dans des années loin dans le passé. Au commencement, quand j'étais intéressé au théâtre, j'ai fait tout, parce qu'on n'a pas de l'argent dans ce moment-là. Alors, j'ai pas trouvé des autres gens pour jouer avec moi. Alors, j'étais sur scène, j'ai fait les affiches, j'ai créé une petite tablette de technique pour que ma sœur m'aide avec la technique des spectacles. C'était comme ça. Je suis commencé très amateuristique. Et maintenant, c'est vous, le grand metteur en scène, qu'on vient chercher, à qui on fait appel pour, dans le cas précis, réinterpréter, réécouter, remettre en espace, en lumière, en écoute, ce texte de Jean-René Lemoine, Face à la mer. Oui. Quelles sont vos intuitions de metteur en scène quand vous lisez le texte ? Pour commencer, j'aime beaucoup les acteurs et de travailler avec les acteurs. Comme j'ai dit que j'étais sur scène, je connais très bien toutes les difficultés de être sur scène. Et avec Jean-René Lemoine, j'ai beaucoup de respect. Comment il a son histoire personnellement transcrit sur un texte qui est très personnel et en même temps, ça reste universel. Que même si son histoire est très spécifique, il parle d'une relation entre une mère et un fils. Et comment trouver une manière de vivre ensemble et d'aider l'un l'autre. Et ça, c'est universel, bien sûr. Et ça, pour moi, était la grande force
même s'il parle beaucoup de malheurs à Haïti, les difficultés comme immigrant à Bruxelles, premièrement, après à Paris, c'était pas évident du tout pour lui, comme un enfant, de comprendre son situation et d'accepter toutes ces différences. Et dans cette manière, son relation avec sa mère était très troublée. Et en même temps, je pense que le texte, finalement, est... et ça, c'est pour moi difficile de dire en français, mais c'est honorer être mère. Et c'est pour tous les mères qu'il a, finalement, pour moi, a écrit quelque chose d'important qu'on doit... Même il a écrit ça 20 années avant, ou même plus, que ça reste très important. Aussi politiquement, parce qu'en Haïti, il n'y a pas beaucoup changé entre ces 20 années, malheureusement. Alors, il s'agit pour vous de donner une dimension universelle au récit. Et comment vous y prenez ? La chose qui m'intéresse aussi dans l'écriture du texte, c'est que pour moi, c'était une polyphonie. C'est un homme qui parle et en même temps, ce sont des différentes voix qui racontent des choses, des différents points de vue d'une situation réelle. Et dans cette manière, pour moi, ça donne beaucoup de possibilités dans le théâtre pour chercher dans le passé, qu'est-ce qu'il y a vraiment passé dans ce moment-là, mais avec des angles différents. Bien sûr, la langue est très importante, mais pour moi, c'était important que et Jean-René parle avec si beaucoup des images fortes qu'on n'a pas besoin des images pour illustrer sur scène. On a cherché un autre univers avec la lumière, avec le son, avec voilà, tout l'environnement que le terre change tout le temps. Et lui, sur scène, change tout le temps. Il est en train de chercher son identité au même temps qu'il explique son situation au spectateur. Et ça, on a cherché une manière que ça devient intéressant aussi théâtralement, qu'avec la lumière, on cherche toujours des différents angles pour explorer sa vie. Et dans une manière que il y a c'est vraiment un voyage que tu prends avec lui et d'avoir la possibilité de trouver votre place dans toute la continue. Voilà. Vous écoutez Radio en Mai, c'est la 3e émission. On continue, le festival présentait 15 spectacles. On fait le tour de tous les spectacles qui ont été présentés. On a été rejoint, une sorte de scène aussi. C'est vraiment, il faut courir un peu, parce que c'est dans plusieurs lieux que le festival est présenté, que les spectacles sont présentés. C'était à la Minoterie que Géraldine Pochon mettait en scène jusqu'à aujourd'hui Queen Kong, un texte d'Hélène Vignal, et avec Marion Cadot en rôle principal et unique, accompagné à la musique par Michael Santos. Pour avoir le sel de cette langue avant de rentrer dans le propos qui est développé et sous le regard et l'oreille très attentif d'un groupe de jeunes auditeurs, on vous écoute, Marion Cadot, pour un extrait
que vous lisez ou que vous jouez, vous faites comme vous voulez. Voilà. C'est au début du spectacle, l'extrait qui a été choisi. Tout a commencé avec Jérémy. Jérémy a donc été le portier. On en fait tout un plat du premier, mais lui, son rôle, ça a été d'ouvrir la porte que j'avais dans le vagin. Si j'avais su comment faire, je l'aurais ouvert toute seule. Mais je ne savais pas. Est-ce qu'on peut se dépuceler toute seule? Ne pas donner ça à quelqu'un? Ce trophée de merde du pucelage, là. Si oui, toutes les filles devraient le faire. Elles devraient sortir dans la rue pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Mon pucelage est à moi et personne l'aura. Mais moi, je ne savais pas sur le moment. Je pensais qu'il fallait forcément un mec pour ça. J'avais juste envie d'en finir avec ce truc de la première fois, du pucelage, de l'hymen. On était d'accord là-dessus, lui et moi. Bien sûr, on ne se l'est pas dit directement, mais entre nous, il y avait quand même un contrat. Lui, il voulait dépuceler une fille, un genre d'exploit. La vérité, c'est que j'en avais rien à foutre de la virginité. Je voulais ouvrir cette porte en moi. Je voulais que mon sexe commence à fonctionner, qu'il soit OP, qu'il n'y ait plus d'obstacles. Il fallait en passer par un premier. Ça a été Jérémy. On n'avait pas parlé de tout ça, mais on s'était assez capté pour savoir que chacun avait un but. D'ailleurs, avec Jérémy, on parlait de rien. Il n'avait rien à dire. Les mots, c'était pas son truc. Et voilà, cet extrait, on est dans le ton du personnage que vous incarnez, qui va continuer à parler comme ça, finalement, d'un thème qui vous est cher, Géraldine Pochon, la liberté des femmes. Oui. Le texte a été publié avant que vous l'ayez mis en scène, Hélène Vignal, mais vous l'avez adapté à la scène. Voilà, parce que c'est un roman assez court, un roman de 80 pages à peu près, donc ça se lit très très vite. Et oui, quand j'ai lu ce roman, j'ai eu un vrai coup de cœur et à me dire il faut absolument faire entendre ce texte. Et j'ai pensé aussi que les thèmes qui sont abordés dans ce texte, je les avais pas tant entendus de cette manière-là, en tout cas au théâtre. La question de la sexualité, la question du plaisir féminin. Et du coup, j'ai dit, je suis comédienne depuis longtemps, et là, j'ai eu envie de passer de l'autre côté pour mettre en scène ce texte, ouais, et donner corps à ce personnage. Ouais. Oui, qui parle vif, qui parle vrai, qui parle vite, qui est plein de dynamisme, qui avance et qui fait des choses parce qu'elle ne veut pas se poser des questions. Elle est dans la vie, elle croque les choses. Évidemment, elle a bien compris que la société lui n'était pas vraiment d'accord avec son tempérament, aventurière. Parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est découvrir la vie, plus que les hommes. Elle veut franchir les étapes à sa manière. Alors, vous le jouez de manière très, très vive, hein, Marion. C'est Marion Cadot. Ça a été... Vous êtes senti des affinités personnelles avec cette voix narrative? C'est une écriture, oui, c'est un rôle qui est très fort, donc forcément, j'ai eu de l'empathie en le lisant. Ça fait écho à des sensations en moi, des histoires, et puis d'autres pas du tout. Mais on peut être... Personnellement, moi, je me sentais pleinement d'accord avec quelqu'un qui défend son corps, sa liberté dans son corps, cette découverte tout dans la communication, la bienveillance, et puis et l'aventure, le plaisir à ça aussi, l'excitation. Et donc oui, ça résonne. Et je pense que c'est important d'entendre ce texte aujourd'hui. Oui, alors il a pas mal tourné d'ailleurs votre spectacle, parce que vous l'avez monté, Géraldine Pochon, et puis vous l'avez présenté aussi dans le cadre de beaucoup de représentations qui ont lieu dans les lycées ou avec des lycéens. Avec des lycéens, pas dans les lycées, jamais. Pas dans les lycées, non. Avec des lycéens. Avec des lycéens, entre autres, mais on a fait beaucoup de tout public, avec des lycéens à l'intérieur, c'était très mélangé. C'est ce qu'on préfère d'ailleurs, mais on a eu quelques scolaires, ouais.
Il a tourné, oui, il a tourné un peu, ouais. Non, parce que Ouais. c'est une voix jeune, c'est une voix d'une adolescente de, je sais pas, 16 ans. 16 ans et demi. Oui, à peu près. Hein. Ouais. Donc c'est le dépucelage physique, les premières fois on fait l'amour. Elle préfère le faire comme une expérience, histoire de l'avoir fait. C'est ce que vous venez de nous lire. Mais on suivra comme ça différentes étapes de sa vie sexuelle. Oui, parce qu'elle elle a un grand désir d'explorer et de comprendre comment... en fait, elle connaît assez bien son corps déjà. Elle a bien compris comment se donner du plaisir seule. Oui, Et elle a très envie de partager ça avec un garçon et de comprendre voilà, comment ça fonctionne avec un garçon. Donc elle va vivre, elle va nous raconter quatre expériences sexuelles avec 4 garçons différents. Donc. Et la société va s'immiscer dans cette histoire personnelle. Oui, enfin, la société s'associe. Enfin, sa société à elle, son groupe d'amis, les jeunes autour d'elle. Voilà. Comme elle est lycéenne, eh bien, ouais, c'est le groupe de lycéens dont elle fait partie qui va porter des jugements sur ses comportements. Parce que finalement, elle se comporte. Ce qu'il lui reproche, c'est qu'elle se comporte un peu comme un garçon. Enfin, dans les injonctions qui sont faites suivant les genres, un garçon, c'est bien quand il a plusieurs relations, plusieurs aventures. Voilà, c'est une fille, eh ben, c'est tout de suite vu différemment. Oui. Bah, la fille, c'est une traînée. Voilà. Et le garçon, c'est un séducteur. Voilà. Pour le dire vite. Pour le dire Mais vite, les choses changent. Et alors, les choses changent et c'est bien, et tant mieux. Et vous avez réalisé un podcast vraiment exceptionnel dont on a diffusé un extrait dans la première émission qu'on a Radio en mai cette année. Et alors dans ce podcast, vous avez réalisé avec le créateur musique de votre spectacle, Géraldine Pochon, des ateliers avec des jeunes et ils répondent à vos questions. Et ils répondent finalement aux questions qui se posent, parce que c'est un texte qui pose des questions, qui permet aussi d'ouvrir des discussions. Et ça, c'est vraiment génial. Et parlez-moi un peu de votre podcast et je vous dirai un petit peu... voilà, aussi pourquoi il est très intéressant et que les choses changent. Oui, on a cherché à ce qu'on pouvait créer autour de ce spectacle, de cette création auprès du public lycéen. Donc, l'idée du podcast est venue assez vite parce que moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et donc, du coup, on a imaginé un travail en plusieurs phases où on allait à la rencontre donc des lycéens sur une quantité assez importante, comme par exemple le podcast qu'on vous a livré. Là, c'était réalisé avec 6 classes de première, terminale, et puis il y avait des BTS aussi. Et donc une première phase où on allait leur montrer un extrait de façon très légère du spectacle, 15 minutes. Et puis après il y avait discussion avec eux. La deuxième phase, j'allais les voir avec des questions autour de la sexualité, donc enfin pas que, des questions autour de leur rapport à leur corps, des questions sur s'ils avaient déjà subi des gestes non consentis, des questions comme ça, quoi, sur le consentement, plein de choses. Et ces questions-là, en fait, je leur demandais d'y répondre par écrit, et c'était anonyme, de façon à ce qu'ils puissent se livrer le plus librement possible. Oui, il y avait tout un protocole respectueux. Voilà. Et puis toute cette matière-là, qui a été très dense au lycée Le Castel, là, le podcast. Enfin, du coup, on a réalisé 2 podcasts d'1 heure avec eux. Toute cette matière-là, j'ai tout lu. Marion m'a aidé d'ailleurs à tout retranscrire et puis à sélectionner qu'est-ce qu'on gardait, qu'est-ce qu'on gardait pas. Et donc la dernière phase, c'était la réalisation du podcast avec un nombre de volontaires. Donc là, on avait 20 volontaires. Donc on a fait 2 groupes de 10. Et donc ils prenaient en charge la parole des lycéens et lycéennes. Voilà. Ouais. Voilà. Et ce qui est très intéressant quand on l'écoute, c'est de voir l'acuité. Déjà,
le nombre de maltraitances, de harcèlement dont les jeunes ont fait les frais, enfin qu'ils ont subi, c'est incroyable. C'est énorme. Ça arrive à tout le monde. Oui. Oui, c'est très... ça m'a même profondément perturbée pendant plusieurs jours quand j'ai tout relu, parce que, alors particulièrement sur la question du consentement, un pourcentage assez élevé de filles avaient déjà subi soit des attouchements, agressions ou viols. Et je trouvais que c'était un pourcentage vraiment élevé. Mais ce que j'ai trouvé aussi étonnant, c'est la capacité à pouvoir le dire. Alors certes, vous dites c'était anonyme, donc on pouvait écrire. Mais je me suis dit, et même les mots qui sont choisis, la précision, c'est une grande maturité. Et une grande aussi... un grand courage, même si on ne met pas son nom, de l'écrire et de le dire. Et c'est pour ça que je dis, peut-être les choses déjà... évolue par rapport à tous les ans ça change, tous les ans ça s'améliore. Oui, ça bouge, et c'est tant mieux, ça bouge, et puis en même temps comme ça bouge, ça résiste aussi, c'est-à-dire qu'on a aussi des enfin sur le masculin, on voit bien les masculinistes là, ils reviennent un peu en... Parce que mais je pense que c'est normal. Moi, je suis assez optimiste sur le fait que ça frictionne, quoi. Comme ça avance d'un côté, hop, ça réagit de l'autre, ça fait peur. Mais c'est tellement important, tellement... Enfin, qu'elles aient... Je dis elles parce que c'est majoritairement des filles. Qu'elles aient accepté de déposer ça. Et je sais que pour certaines, c'était vraiment pas facile. Même si moi je savais pas qui avait subi quoi, mais on a fait une restitution après. Il y a eu quand même des réactions quand on a réécouté avec les groupes de classe ce qu'ils avaient réalisé. En fait, forcément, ça a créé des émotions chez certaines. Voilà, ça les a. Bah oui, c'est encore très. Et pour certaines, c'est encore très très prégnant. Enfin voilà, c'est. Ouais, vous le mettrez et en tout cas, c'est très important pour moi de me dire que cette parole, c'est aussi pour ça que Queen Kong m'a touchée. Je trouve que c'est vraiment c'est très actuel, cette question de la parole, la libération de la parole, parce que ça fait avancer les choses, ça fait réfléchir les garçons aussi, ça fait réfléchir chacun comment on est les uns avec les autres et comment on peut être mieux ensemble, enfin, dans le respect, je trouve que c'est important, tout ça. Oui, non, mais bravo pour votre spectacle et pour ce que vous initiez aussi autour, parce que c'est vraiment des espaces de discussion incroyables. Et dans 3 ans, je suis sûre qu'on entendra encore autre chose. Voilà, la Terre bouge, continuez. Donc, Géraldine Pochon, un projet. Alors, sa première mise en scène, évidemment, on y prend goût. Ouais. Vous imaginez d'autres écritures, d'autres sujets, pourquoi pas avec les lycéens, une évolution. Non, c'est pas encore le cas. D'accord. C'est pas ça. Non, mais en revanche, j'imagine de Queen Kong, j'imagine un diptyque en fait. C'est-à-dire que j'ai fait une commande auprès de l'autrice Hélène Vignal. De m'écrire un texte où je voudrais aborder un autre âge pour moi important aussi, charnière de la vie d'une femme, c'est-à-dire ses 50 ans et plus, la femme qui vieillit, la question de l'invisibilisation, etc. Donc là, je repars avec la même équipe, sauf que je joue, puisque je suis comédienne. Et vous avez l'âge du rôle en plus. J'ai l'âge du rôle, je connais bien le sujet. Et du coup, Marion m'assistera à la mise en scène et à la direction d'acteurs, voilà. Et Michael toujours à la musique. Michael Santos. Voilà. Et vous savez comment ça va s'appeler ? Les Jubilés, EES, les Jubilés. On en saura plus parce que un titre de spectacle, c'est pas toujours facile à trouver. C'est ce qu'on a demandé nous sur les marches du Parvis Saint-Jean. Il se trouve que Nathalie Béas, metteuse en scène du spectacle Velvet, a croisé Hervé Guérisy et Grégory Carnoli, metteur en scène du spectacle Nocebo. Mais c'est écrit Nocebo barré. Ce spectacle, les gens se demandaient au festival, est-ce qu'il a été annulé puisque c'est barré ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, Nocebo,
C'est l'inverse du placebo. Le placebo, c'est que vous prenez un médicament qui n'en est pas un, vous buvez un verre d'eau, mais on vous dit « T'inquiète pas, c'est un bon médicament, tu vas te sentir mieux. » On le prend, il n'y a rien dedans, on le boit, on fait « Ah oui, en effet, je me sens mieux. » C'est l'effet placebo. Et l'effet nocebo, c'est l'inverse. C'est quand on te dit « Tu y arriveras jamais. » Mais vraiment, tu y arriveras jamais. Tu y arriveras jamais. Bah forcément, on n'y arrive pas, parce qu'on a eu l'effet nocebo. Donc ça, c'est les explications. Et la discussion entre eux, c'est les titres. Comment ils arrivent? Qu'est-ce qui se passe? On les retrouve sur la marche du Parvis au micro d'Alexandre Planck. Ton titre de spectacle préféré? Des tiens? Des miens? Je pense que le bruit des arbres qui tombent, c'est quelque chose qui reste marqué dans la tête. Et donc, c'est ce qu'on disait à Nathalie, c'est que ça nous avait frappé son titre aussi, Les bruits des arbres qui tombent, parce que on est attaché à une citation de Christian Baudin, qui est le directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables, à Paris. Et il dit « L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». Et donc il y avait cette espèce de connexion avec les titres, parce que ça a donné naissance à une scène qui, dans notre spectacle, s'appelle « La forêt qui pousse ». Ouais, voilà, la forêt qui pousse. La forêt qui pousse. Et toutes ces personnes qui représentent pour nous la forêt qui pousse, parce que y a toujours une forêt qui pousse. Il y a toujours, c'est ça, c'est un peu une métaphore de, on va dire, les malheurs du monde, c'est les arbres qui tombent, et puis derrière il y a les joies du monde et tout ce que les gens peuvent mettre en place à travers la solidarité, qui est la forêt qui pousse pour nous, quoi. Et c'est de ça qu'on parle, quoi, à travers cette citation aussi. Toi, les arbres qui tombent, tu l'as pris comment, le bruit des arbres qui tombent, la métaphore là-dedans pour toi, c'est... Ah oui, c'est dans Partition Rouge, c'est des poèmes amérindiens. En fait, ça fait partie d'un poème amérindien. Et d'ailleurs, il y a un autre titre qui fait partie aussi de ces poèmes-là, un autre titre d'un spectacle qui s'appelle « Ceux qui vont contre le vent ». Et c'est mon avant-dernier spectacle, parce qu'il y a des peuples qui s'appellent ceux qui courent après leur ombre, ceux qui roulent à côté d'une pierre, et il y avait ceux qui vont contre le vent. Et j'aime bien ces titres très métaphoriques, allégoriques, qui veulent dire plein de choses. Ben nous, en fait, on aime bien mettre des espèces de mystères dans les titres. Enfin, on ne fait pas des titres en phrases. Le premier spectacle qu'on a fait à deux, c'est Luca, c'est un prénom italien, mais c'est surtout un acronyme, Last Universal Common Ancestor. Et en fait, quand tu vois Luca, les gens se disent c'est quoi ce truc et tout. Et là, c'est bon, on a barré le titre, on voulait le barrer. Et du coup, le titre est barré parce que on veut pas. Déjà, il y a cette histoire de mystère, mais on veut pas que ce qui soit mis en avant, c'est l'effet négatif possible, qui est l'effet nocebo. C'est donc le contraire de l'effet placebo. Et puis aussi parce que rêver aujourd'hui, c'est souvent rêver à la négation de quelque chose qui existe déjà. Parce que c'est dur d'imaginer quelque chose de complètement nouveau. Parce que nos imaginaires sont souvent, on va dire, kidnappés. Et du coup, comme nos imaginaires sont kidnappés, souvent quand on rêve, on dit « Ah, j'aimerais un monde où il n'y a pas ». Sans ça, pas de ça. Pas de ci, pas de ci. Donc c'est toujours la négation. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a utilisé un titre barré, qui est pour nous aussi le reflet un peu d'une époque. Voilà. Et on aurait pu appeler le spectacle Vers les autres. Ouais, on aurait pu appeler ça vers les autres. Mais parce que c'est notre réponse. On a compris trop tard. Voilà, on était sur les marches du Parvis. Nathalie Béas partageait ses titres avec Hervé Guérisy et Grégory Carnoli qui évoquaient le leur. On a été rejoints par le collectif. Ils sont tous là. On est contents. Collectif Mind the Gap, Thomas Gabel, Julia Derek. Oui, c'est bien. Solène Louer, Anthony Lozano et Colline Pilet qui, eux, ont trouvé comme titre « Pour que l'année soit bonne et la terre fertile ». Voilà, c'est tout un programme. Un programme dans un spectacle dont on a vu la saveur, l'ironie, le jeu au théâtre Mansart. Vous sortez de scène, vous vous connaissez depuis que vous avez fait le conservatoire à Orléans. Et depuis, vous ne vous quittez plus.
Maintenant, moi, je vais arrêter de parler parce qu'ils sont 5 à me regarder. Ils sont assez beaux, ils sont jeunes. Je peux vous dire qu'ils ont la trentaine, que c'est un groupe presque paritaire puisqu'il y a 3 femmes et 2 hommes, et que c'est leur 4e spectacle. Voilà. Oui, tout à fait. 4 spectacles sur 5, puisqu'on en a fait un autre juste après. Voilà. Alors, racontez-moi un peu votre aventure théâtrale. Ça commence au Conservatoire d'Orléans, donc, où on se rencontre, on est dans des promotions différentes. Et à la fin du conservatoire, on doit passer un diplôme, enfin, si on le veut. Et pour ce diplôme, il faut mettre en scène un spectacle. Et c'est Colline qui met en scène, qui adapte un texte et un spectacle du collectif anglais Forced Entertainment, qui s'appelle Bloody Mess, et qui réunit plusieurs personnes de plusieurs promotions différentes et qui nous donne le goût de travailler ensemble. D'accord, parce qu'on connaît bien ces Forced Entertainment, ils sont anglais. Complètement. Et ils font un théâtre qui est régulièrement présenté à Paris au Centre Pompidou dans le cadre du Festival d'automne, pour donner des références. Et c'est un théâtre un peu ironique, avec beaucoup de mouvements, peu de paroles ou des paroles assez absurdes. Et une adresse directe au public. Exactement. Alors, est-ce que c'est des ingrédients que vous appréciez ? Oui, complètement. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup... ça nous a beaucoup nourri, même au sein même du collectif. À savoir qu'on aime bien justement travailler sur cette notion de frontière, justement, entre nous et les spectateurs. Et c'est vrai que souvent, dans nos spectacles, il y a des adresses directes. C'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement, justement, ce lien qu'on peut faire avec le public, et de jouer aussi toujours souvent dans nos spectacles avec la frontière aussi entre nous, interprètes et acteurs en représentation. Et même le côté aussi très ironique et très anglais, ça nous a aussi beaucoup poursuivi. En tout cas, ça nous intéresse justement d'avoir aussi cette distance avec nous sur la scène et avec le public. C'est comme ça qu'on entre aussi en relation avec LE. C'est pour ça que vous gardez vos prénoms à la scène, qui sont vos prénoms réels. Oui, absolument. Histoire de brouiller. Est-ce que vous êtes des personnages, des personnes ? Est-ce que ce qui se passe devant nous est une situation improvisée ou la réalité ? Voilà, jouer avec la fiction. Oui, c'est vrai que ça nous intéresse. Et il y a plusieurs de nos spectacles où on porte nos vrais prénoms. Et comme le disait Colline, la fiction, elle arrive toujours quelque part, d'abord à l'endroit de la représentation. On part de cet état de vous êtes des spectatrices, on est des interprètes au plateau, et on ne va pas se mentir, c'est ça la situation de base. Et à partir de là, on essaye d'emmener les gens quelque part. Donc parfois il y a des histoires, parfois il y a pas d'histoire. La narration, c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse de façon primordiale. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on arrive à déployer dans ce rapport au public et où est-ce qu'on peut aller. Et là, en l'occurrence, avec ce titre-là, pour rebondir, vers qu'est-ce qui pourrait être fertile pour nous, pour que ça soit bon. Enfin, cette espèce d'incantation, en tout cas. Voilà. Oui, pour que l'année soit bonne et la terre fertile, ce que vous faites, c'est ce que vous avez imaginé pour qu'elle soit bonne et fertile. Alors, venons-en, on reviendra peut-être au spectacle précédent après. Qu'est-ce que vous avez imaginé pour qu'elle soit bonne et fertile, la terre ? Alors, qu'est-ce que vous nous faites croire que vous avez imaginé ? Parce que d'abord, vous imaginez, pour qu'elle soit bonne et fertile, que finalement, vous-même, vous n'êtes pas très fertile. Vous n'êtes pas très productif, puisque ça commence par ça. Je veux dire, la terre peut-être, mais les habitants eux-mêmes en mal d'inspiration. Ou ça commence par une longue annonce. Eh bien, ce spectacle, il correspond beaucoup aussi à notre processus créatif. Et quand on a eu les premiers prémices de ce qu'allait être ce spectacle, où on est tombé amoureux d'un costume, on s'est un petit peu renseigné sur ce que représentaient ces costumes, on s'est rendu compte que c'était des costumes traditionnels qui étaient portés et qui défilaient dans les rues aux équinoxes de printemps, justement dans ce but-là, dans des optiques de fertilité. Et on est tombé sur cette phrase, pour que l'année soit bonne et la terre fertile, et on trouvait que c'était un projet formidable. Mais c'est presque un souhait, c'est une promesse, mais c'est presque trop grand à souhaiter. Et c'est un petit peu ce que raconte le spectacle, c'est
face à cette ambition énorme, cette prière presque, comment est-ce qu'on fait pour en être à la hauteur? Et ce groupe d'artistes qu'on représente dans le spectacle se confronte à cette difficulté et à toutes les difficultés qui découlent de cette première difficulté. Oui, donc l'annonce est radicale. Ben, il n'y aura pas de spectacle. Voilà, vous commencez à dénouer, en fait. On commence presque par vous dénouer les fils d'une histoire qui n'en manque pas, puisque les fils sont partout et qu'on va tisser le fil d'une histoire en vous voyant vous-même vous défaire de certains fils extérieurs, internes, qui rôdent. Voilà. Comment on écrit une histoire? Non, mais c'est très compliqué. Vous commencez par l'échec. Histoire, finalement, de ne décevoir personne. C'est aussi une astuce. Alors, je te redonne la parole après, mais moi, je trouve que commencer une histoire par un échec, oui, je comprends que ça puisse donner l'idée que c'est facile, mais non, parce que en vrai, c'est comme jouer au poker. Là, la mise est élevée, donc il faut pouvoir suivre avec son jeu après, en termes de plis. Donc, c'était pas si facile et ça nous a demandé, mine de rien, beaucoup de courage de commencer ce spectacle comme ça, par cet aveu-là. Il y a une des comédiennes qui, pour l'instant, n'a pas souhaité prendre la parole, bien qu'elle soit très active dans le passage des micros. Et elle a toujours un micro en main. Et alors, c'est assez beau à voir parce qu'elle a toujours un micro en main, mais elle ne parle pas. Par contre, depuis le début, c'est la seule qui a un micro dans la main. Non, donc peut-être on aura le plaisir d'entendre votre voix, je ne sais pas, mais en tout cas, merci pour votre aide. C'est trop intelligent ce qui est dit et je me sens pas à la hauteur de rebondir sur les propositions précédentes. Avant que par rapport à l'échec, je suis désolée, mais je trouve qu'aussi cet aveu d'échec, il y a aussi, en fait, ça permet aussi un renouveau, et justement, on trouve justement dans cet aveu d'échec quelque chose qui nous permet aussi de pouvoir justement rebondir et oui, créer quelque chose de neuf en partant d'une page blanche, mais même presque noircie. Oui, complètement. Oui. C'est saturé d'échecs. Voilà. Bon, une fois que c'est saturé d'échecs, on annonce au public qu'il n'y aura pas de spectacle. Comment est-ce qu'on continue pendant plus d'une heure à faire un spectacle? Oui, ça me permet de rebondir sur des éléments qui étaient déjà présents dans la question. Rebondissez. Et notamment sur ce dévoilement de l'intime. Très vite, on a eu la sensation que les costumes étaient agissants pour nous, là où physiquement on se cachait derrière des costumes qui nous rendaient complètement invisibles en tant qu'interprètes. Dans le travail, on a senti à plein d'endroits que c'était aussi un endroit d'accès sur une parole de l'intime qui d'un coup va se déverser et va donner lieu à ce qui a lieu dans cette représentation, c'est-à-dire une exposition à la fois de nos problèmes qu'on a rencontrés éventuellement pour faire ce spectacle dans la fiction, et aussi de tous nos liens entre nous, qu'est-ce qui se tisse entre nous. Et c'était ça un des éléments de départ qu'on avait, c'était comment on arrive à faire un spectacle qui met en valeur des liens, comment on arrive à dévoiler ces liens petit à petit. Et on a déjà fait un spectacle où il y a un collectif de théâtre qui fait un spectacle et ça ne marche pas, et on avait déjà exploré le conflit. Donc là, on avait un objectif supplémentaire, c'est d'essayer de ne pas de ne pas tomber dans le conflit, en tout cas, dans la narration de ce collectif qui travaille ensemble. Oui, parce que le coûte que coûte, ce que veut ce collectif, c'est rester ensemble et continuer à avancer ensemble. Et c'est ça qui nous porte, et c'est ce qui nous porte aussi en fait au quotidien. Ça fait 11 ans que le collectif existe, et c'est ce qui nous tient vraiment dans notre métier, c'est de continuer de faire des spectacles ensemble, coûte que coûte. Et c'est ça qu'on voulait raconter aussi, de se dire que le collectif, ce n'est pas qu'une utopie, c'est quelque chose pour lequel on peut se battre, et on peut y arriver si on se bat comme il faut, quoi. On essaye en tout cas. Oui, alors ça, d'échec en échec, évidemment, le spectacle se construit. Et ces costumes arrivent, finalement, quand même, de votre nudité verbale. On arrive finalement, vous revêtez ces costumes, et on arrive à trouver finalement votre vraie nudité corporelle, bien qu'on ne vous voit pas. Et là, on est dans une danse presque tribale, de rituels, de fêtes païennes.
Alors le théâtre, c'est une de ces fêtes païennes à laquelle vous nous conviez, quoi, en réalité. C'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé à la question justement du rituel. Julien a encore évité de parler. Oui. Mais elle porte très très bien le micro. Oui, par contre, ça lui va très bien, j'avoue. Le poignet a gagné en souplesse. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question justement de comment on représente le rituel, et puis on s'est dit, enfin voilà, ça nous a fait écho à plein de fêtes folkloriques. On s'est dit mais non, on va pas s'approprier ce style de rituel, et en fait notre rituel à nous, c'est d'être sur scène, donc c'est ça notre principal rituel, c'est le théâtre, et justement ces costumes, on les invoque dans un lieu complètement clos, avec des gens qui regardent, alors que normalement c'est des fêtes, originellement c'est des fêtes païennes en fait, qui se passent en extérieur pour le renouveau, pour le printemps, pour les récoltes. Et donc du coup, notre rituel à nous, c'est de convoquer ces créatures un peu imaginaires dans cette boîte noire. Je sais pas. Oui, allez, je me lance. Julia Forcé prend pour la deuxième fois la parole dans cette émission. Il y avait aussi l'idée qu'à un moment donné, effectivement, on a épuisé le langage. Enfin, en tout cas, on a été jusqu'au bout du déroulé des fils de pensée et de la parole qu'on épuise, quoi. Et puis après, il y a l'épuisement des corps. Enfin, l'idée, c'était aussi de reconvoquer de la joie et de se mettre à poil, littéralement. Sous un costume de poil. Oui, même si on n'est pas à poil non plus dans le spectacle, mais on a compris le jeu de mots. Et c'était vraiment cette espèce de dépouillement, et puis de reconvoquer la joie d'être ensemble après toute cette traversée de l'angoisse dans les méandres de la création. Mais oui, se retrouver aussi en tant que groupe qui continue et qui dépasse aussi les traumas, on va dire. Donc il y a cet aspect rituel, mais effectivement il y a cet aspect de transe et de joie, quoi, qui nous tenait vraiment à cœur à la fin, même si on n'est pas danseur, et d'aller jusqu'au bout, quoi. Oui, mais vous n'en êtes pas loin. L'espace est bien occupé, en tout cas par votre danse tribale. Où est-ce que la tribu, le collectif, évidemment, ça se rejoint? Où est-ce que concrètement vous travaillez ensemble? Où est-ce que vous vous retrouvez pour travailler et pour développer, s'il y a un lieu? Est-ce que c'est une problématique qui se pose? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous évoquez votre lieu, domicile, le fait que vous habitez tous dans le même quartier, ce qui est peut-être pas vrai, mais c'est vrai quand même, voilà, parce que parfois on se met à douter de tout dans un spectacle qui dit ne pas en être un. Il y a plusieurs endroits, si on veut dire la vérité... J'espère. Et rien que la vérité. Et rien que la vérité, on le jure. Comme des comédiens. On se retrouve beaucoup les uns chez les uns les autres, déjà, les unes les autres, dans les appartements, où effectivement on est voisins-voisines. Et puis l'idée n'est souvent juste un verre qu'on boit ensemble. On va beaucoup au bar, il faut le dire. Et on parle beaucoup parce qu'on passe notre vie ensemble. On est amis, on est collègues, ça fait 16 ans qu'on est amis maintenant, donc notre vie sociale aussi, elle existe au-delà de l'aspect professionnel, oui, on boit des coups ensemble, et souvent on aime bien partir d'une petite bêtise, quoi. Nos idées de spectacle viennent des bêtises, et les bêtises, elles apparaissent quand on est très détendu en fin de journée, et voilà, pas que de là. Mais c'est un théâtre qui s'invente dans la conversation. C'est un théâtre de conversation. Après, ça nous arrive quand même d'être en résidence. Oui, non, mais elle a repris la parole, mais là, ils lui ont enlevé le micro quand elle voulait finalement parler. Non, on vous écoute, Julia. Non, mais juste pour compléter, effectivement, nous, on est très amis, mais quand même, on travaille beaucoup dans des théâtres. Ça, c'est quand même, on a besoin quand même de plateaux et d'espace pour expérimenter, même si parfois les idées naissent de manière un peu imprévue. Mais oui, après, on bosse beaucoup en région centre et en région parisienne principalement. Il y a toujours une idée un peu joyeuse qui nous tient au début du processus de création d'un spectacle, et cette idée, elle se trouve souvent dans des lieux qui ne sont pas des théâtres, et après tout notre objectif, c'est de cette idée un peu joyeuse, cette petite connerie qu'on a dans la tête, de trouver tout le cadre qui fait qu'en fait
c'est une connerie qui va être intéressante, qui va être joyeuse, qui va nous permettre de partager un moment. Et une fois qu'on est en résidence, on passe vraiment la moitié du temps au plateau et la moitié du temps à la table, parfois plus à la table qu'au plateau, même si on a un plateau. C'est vraiment un aller-retour entre... on essaie de trouver des thématiques, des axes de recherche et des formats d'improvisation qui vont correspondre à ces axes-là. Et on les essaye au plateau, on essaye de voir si ça donne un objet scénique. Et si ça ne marche pas, peut-être que l'idée elle est toujours valable, mais qu'il faut transformer la forme. Et puis parfois c'est l'idée qui n'est pas bonne, donc il faut changer d'idée. Et c'est vraiment cet aller-retour. Et on a besoin de beaucoup discuter ensemble. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on était avec le collectif Mind the Gap au complet pour leur spectacle, pour que l'année soit bonne et la terre fertile. Tiens, Julia. Je voulais rajouter quelque chose. Troisième émission, Radio en mai, aujourd'hui, à la réalisation, Antoine Berry, Roger, et demain on se retrouve avec Antoine, avec vous tous, nombreux, pour la 4e émission.